Cyril, on va commencer maintenant le journal des médias avec le titre d'un film, Un jour sans fin, qui ressemble un peu à ce qui se passe pour nous, les médias, avec le coronavirus. Dans les entreprises de l'audiovisuel, on commence à avoir les chocottes. Et oui, du coup, certains des principaux groupes ont commencé à prendre quelques mesures. TF1 et France Télévisions, par exemple, encouragent vivement leurs salariés à rester chez eux pour télétravailler afin d'éviter les échanges de miasmes. Une mesure qui ne concerne évidemment pas toutes les personnes impliquées dans la fabrication des programmes. Concernant leurs visiteurs, si on ne les refuse pas à proprement parler, une série de réunions ont été reportées et les opérations devant rassembler trop de monde ont été purement et simplement annulées. En plus de TF1 et France Télévisions dont je vous parlais, cela concerne aussi la radio RMC par exemple. Des mesures qui doivent s'étirer pour le moment jusqu'à la fin du mois de mars, mais rien ne dit qu'elles ne seront pas prolongées en fonction de la propagation du virus. Toujours sur le versant médical de ce journal des médias, on a appris un premier cas d'infection au sein du gouvernement et qui nous concerne presque directement ici à Culture Média, parce qu'il y a culture dans le mot. Le ministre de la Culture, justement, Franck Riester, est le premier à être atteint du coronavirus, ce qui l'oblige désormais à travailler de chez lui. Reste que le ministre a passé beaucoup de temps en commission ces 2 dernières semaines pour l'examen de la loi de réforme de l'audiovisuel. Et vu la vitesse à laquelle le virus se répand, il y a fort à craindre que Franck Riester ait partagé bien malgré lui son infection naissante. Coronavirus, toujours, je vais arriver à le dire, coronavirus, le temps que je le dise, je devrais savoir le dire quand même. En Italie, les émissions sont directement impactées. Et cette fois, la victime est une émission de télé, effectivement. Les Iénés, qui veut dire les hyènes en français, a été suspendue après qu'un cas de contamination a été connu au sein de la rédaction de l'émission. Une suspension par précaution médicale a annoncé la production de ce talk show diffusé sur Italia Uno, une des chaînes du groupe de Silvio Berlusconi. Cet arrêt est une première dans le pays. Tout à fait autre chose et une question, bientôt le retour de chez Moix. Souvenez-vous, c'était la polémique de la rentrée en septembre. Après la révélation de textes et de dessins antisémites, Yann Moix avait affronté une tempête médiatique qui avait mené à la suppression de son émission chez Moix sur Paris Première. Quelques mois plus tard, l'écrivain a très envie de reprendre ce programme. Dans une interview au magazine Télé 2 Semaines, Moix accuse le patron de M6, qui appartient à Paris Première, d'avoir manqué de courage. Le patron, c'est Nicolas Taverneau. Il aurait suffi d'attendre 3 semaines et de monter un débat où tous les chroniqueurs m'auraient posé des questions frontales sur l'écrivain aujourd'hui. Mis à la porte de Paris Première, il espère tout de même reprendre chez Moix, mais ce sera probablement ailleurs. Catherine Chauffeur, la patronne de la chaîne, a assuré à nos confrères de Pure Média que pour cette émission-là, c'était non. Et puis de toute façon, il est pour l'instant sur C8, chaîne qui appartient au groupe Canal, dans l'émission d'Éric Nolot. Le premier tour des municipales, c'est ce dimanche et 2 médias se sont associés pour passer les candidats parisiens à la question. Une interro vidéo autour des questions LGBT+. Pour l'occasion, Loopsider, média de vidéo sur Internet, et Tétu, le trimestriel qui traite des questions LGBT, se sont associés pour proposer un crash test aux prétendants de la mairie de Paris. À la mairie de Paris. Et si vous vous demandez ce qu'est un crash test, je vous propose d'écouter la réponse de Romain Burel, le directeur de la rédaction de Tétu. L'idée, c'était de pouvoir ramasser un petit peu la pensée et les programmes toujours un peu compliqués des candidats à la mairie de Paris et de les comparer de manière assez simple, des questions simples, des vidéos pas trop longues. C'est ça le crash test qu'on a créé avec Loopsider à l'occasion de ces municipales. Vous verrez bien, pour certaines des vidéos, il y a des candidats qui sont plus ou moins convaincants, tout simplement parce qu'il y a des candidats qui ont plus ou moins travaillé sur ces questions-là en fait. Il y a des candidats qui arrivent avec des mesures précises, qui ont des choses à défendre. Puis il y en a d'autres, vous allez voir, effectivement, ils sont très très redoutables pour vous expliquer que la diversité c'est important, que l'inclusion c'est au cœur de leur programme, etc. Mais derrière, il n'y a pas de mesures. Et l'idée en fait, c'est que je trouve que ce qui est intéressant dans ces vidéos-là, c'est que très vite en fait, vous comprenez ceux qui ont travaillé et ceux qui l'ont pas fait, quoi. Agnès Buzyn, Rachida Dati, Cédric Villani, Anne Hidalgo et David Belliard ont déjà accepté de se prêter à l'exercice. Mais à en croire Romain Burel de Tétu, ce n'est pas toujours de bon cœur. Ça n'a pas été évident en fait de convaincre ces candidats de nous parler, contrairement à ce que beaucoup de gens vont pouvoir croire. Ils pensent qu'en fait sur ces questions-là, évidemment, on leur déroule le tapis rouge et qu'eux ont vraiment envie de convaincre ce public-là. C'est assez faux en fait. Concrètement, ils voient l'exercice comme quelque chose d'assez complexe, ténu et puis potentiellement un endroit où on peut perdre des plumes parce qu'ils disent si jamais je raconte n'importe quoi, si jamais je m'en sors mal, si jamais mes mesures ne sont pas considérées comme étant vraiment pertinentes, ça va se voir très vite. Donc d'une part, ça a été assez difficile et en plus, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est que ça nous a permis aussi de se dire que c'est bien, on commence par Paris, mais en fait c'est pas assez. Et l'idée, c'est que si jamais ça marche, si jamais on voit que ça prend, l'idée après, alors pas sur cette élection-là, mais sur de prochaines élections, c'est d'aller en province. Parce que nous, c'est important aussi de faire exister les territoires et pas simplement Paris. Bon, il y a un enjeu à Paris parce que c'est une ville quand même, et puis une région où il y a quand même 12 millions de personnes qui vivent et qu'il y a énormément de personnes LGBT, mais l'idée, c'est pas de s'arrêter là et c'est de continuer si jamais c'est un partenariat qui fait sens. La première vidéo avec David Belliard a été mise en ligne hier sur les réseaux sociaux
émissions de Loopsider et de Tétu. La suivante, avec Cédric Villani, est prévue pour aujourd'hui. Une arrivée surprise dans le bouquet Canal+. La chaîne d'infos en continu russe RT France va intégrer l'offre d'information de Canal+ à partir du 18 mars. Alors que jusqu'ici, RT France n'était disponible que sur Internet, sur les box des abonnés free et sur l'application Molotov, la chaîne russe va du coup considérablement étendre son audience potentielle. Canal+ s'est dit heureux d'ajouter RT France à son bouquet d'informations. RT qui vient prendre place aux côtés de CNN, BBC World News ou Euronews. Et Philippe, vous disiez surprise, et en effet, c'en est une. RT France fait partie des chaînes particulièrement surveillées par le CSA en France. Le régulateur l'avait d'ailleurs mis en demeure il y a 2 ans pour, je cite, un déséquilibre marqué dans l'analyse d'une situation en Syrie. Et depuis, les rapports ne se sont pas franchement améliorés. Le CSA a récemment envisagé de sanctionner à nouveau RT France avant de faire marche arrière. Et on se souvient qu'en mai 2017, Emmanuel Macron avait vertement tensé la chaîne russe devant Vladimir Poutine. Il avait accusé RT d'être un organe d'influence. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.